Bonjour à toutes et à tous. Hello everyone. Sawadee-krap. Retour. Voilà, bah oui, je reviens. Je fais un peu moins de vidéos qu'avant parce que franchement, je suis. Ça va être dur, c'est le matin. Je suis très occupé en ce moment. Petit résumé de ma vie ces dernières semaines. En fait, je suis toujours sur le même tournage. SAS Rogue Heroes saison 3 pour la BBC. J'étais en Angleterre, que j'ai quitté, et maintenant je prépare la partie belge du tournage qui s'achèvera en Belgique. Voilà. Alors, immédiatement, tiens, pour ceux qui pensent peut-être que j'affabule un peu, ou que je raconte des histoires sur qui je suis, quelle est ma profession, je vous rappelle que je suis chef décorateur ou production designer, comme disent les anglophones, saxons, fun, anglais, américain, etc. Je vous mets en description un lien vers mon site personnel où vous verrez que je ne raconte pas d'histoire. Voilà, vous aurez accès à pas mal de choses. Et bien évidemment, si vous allez y faire une petite visite et que vous avez des questions pour moi, je suis tout à fait disposé à y répondre. Questions plutôt en commentaire si possible. Voilà, donc la suite de cette vidéo, j'aimerais en fait vous faire part de ma stratégie d'investissement en Thaïlande, probablement encore à Phuket, à moins que j'aille faire un tour à Koh Samui, je ne sais pas. Car contrairement à ce qu'a prétendu notre grand ami de la chaîne de la vérité, à 60 ans, les gens n'arrêtent pas d'investir. C'est vrai qu'il y en a peu parce qu'ils ont d'autres soucis dans la tête, mais je peux vous garantir qu'à 60 ans, les gens continuent à investir, simplement, ils n'investissent pas avec le même but. Voilà, peut-être, c'est tout. Moi, personnellement, j'ai 64 ans, j'ai fait mon premier investissement à Phuket, j'en avais 62, je vous en ai parlé dans plein de vidéos, et j'ai une espèce de stratégie pour l'investissement suivant, qui, comme je vous l'ai dit, sera sans doute encore à Phuket, à moins que je trouve une sorte de perle rare à Koh Samui. Voilà, je vais revenir tout de suite. Je vous ferai d'abord un petit tour d'horizon très très rapide sur des trucs que j'ai vus sur d'autres chaînes YouTube. Vous savez que j'adore ça. Et puis je vous livrerai un petit glossaire des termes malheureusement anglais que mes collègues emploient dans leurs vidéos. C'est juste pour vous expliquer ce que ça veut dire. Bon, moi je suis un peu désolé qu'ils n'utilisent pas les termes français, surtout quand les termes français sont disponibles, qui sont simples et qui sont du coup bien plus faciles à comprendre pour le commun du mortel. Voilà, je reviens dans quelques secondes, à tout de suite. Hello, je suis de retour. Voilà, petit coup d'eau, tiens. Alors, donc, alors comme je m'ennuie un peu le soir en Belgique parce que je suis dans un hôtel fort agréable, mais alors un peu au milieu de nulle part, c'est un hôtel sur un golf et autour il y a rien. Donc du coup, le soir, la télé, je suis pas accro et donc je regarde un peu, je me fais un peu quelques vidéos YouTube. Et alors la semaine dernière, honnêtement, à mon grand désarroi, j'ai été vérifier un peu les quelques chaînes YouTube sur la Thaïlande que d'ordinaire je visionne plus par curiosité que par intérêt. Mais alors, j'aurais envie de dire franchement, rien de nouveau. Non, c'est toujours les mêmes trucs, c'est toujours les mêmes sujets, les mêmes méthodes. À part celui que j'ai cité en fait dans la partie précédente, la chaîne de la vérité, où en effet, oui, je comprends, il a travaillé quand même, donc en effet, il donne une moyenne qui fait état du fait que les gens, alors j'espère que sa moyenne est valable pour la Thaïlande, mais que les gens, en tout cas, donc en Thaïlande, passés et 60 ans, n'investissent plus
ou vraiment beaucoup moins. Moi, je pense que ça n'est pas tout à fait exact parce que, étant moi-même un cas particulier, comme je l'ai dit, ben moi j'ai investi 60 ans passés et je ne continue et je vais continuer. Voilà, je vais pas m'arrêter là. Alors, à part lui, il y en a un quand même. Alors là, j'avoue, c'est toujours le même. Notre cher gourou préféré, le gourou préféré des Français en Thaïlande. Alors lui, c'est quand même génial. Alors je ne sais pas si c'est parce que ses activités sont en baisse, ses activités, n'est-ce pas, de conseil à l'expatriation, etc., etc. Il a visiblement, parce que j'ai reçu un mail, j'ai reçu une offre, il a inventé un nouveau concept qui est une espèce d'accompagnement, on va dire, un programme d'accompagnement pour les gens qui souhaitent trouver, non pas une nana, mais une femme. Voilà. Alors, c'est évidemment une sorte de formation, payante, oui. Pourquoi comment dire payante, pas donnée. D'ailleurs, il y avait une promo, comme d'habitude. Il y avait une promo à moins 50%. Qui était quand même, je sais plus, autour de entre 90 et 100 euros. Donc pour le prix aujourd'hui, puisque la promo, je pense qu'elle est passée, vous payez le double. Et en fait, sa nouvelle activité, je sais pas, appelons ça une espèce d'agence matrimoniale. J'ai un peu regardé le programme du truc quand même, par curiosité. Ouais, je sais, vous allez me dire c'est de la curiosité malsaine. Non, pas du tout. C'est de la vraie curiosité. Moi, je me dis toujours, on sait jamais. Peut-être que là-dedans, je vais découvrir le mode d'emploi, des filles en Thaïlande, les secrets de l'amour, les sacro-saintes erreurs à éviter. Mais alors là, ils en parlent tous, et ils parlent tous de la même chose, donc c'est pas très compliqué. Bref, voilà. Donc, ouais, nouvelle corde à son arc, les relations amoureuses. C'est top, non? Voilà. Alors, rapprochons-nous un peu de notre sujet. Alors, quand vous allez visionner des vidéos qui vous donnent des conseils sur les placements immobiliers en Thaïlande, certains youtubeurs, et alors, parce que il y en a des très bons, vraiment, il y a des gens très bien, ils ont ce petit défaut, je trouve, mais c'est pas grave, c'est moi que ça choque, peut-être pas vous, c'est qu'ils utilisent beaucoup de termes anglais, alors que très souvent, il y a un terme français qui est ma foi, fort simple. En fait, quand vous envisagez de faire un placement immobilier, il y a plusieurs choses très importantes. En anglais, le benchmarking, la due diligence et le fameux ROI, R-O-I. Voilà, alors, qu'est-ce que c'est que ces trucs barbares? Eh ben, c'est pas très compliqué. Donc, en fait, le benchmarking, c'est, on va dire, ce qu'on pourrait appeler tout simplement, dans notre joli langage, une étude de marché. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Une analyse comparative, si vous voulez. Mais franchement, je sais pas pourquoi dire. En fait, le benchmark en anglais, ça veut dire étalon, référence. Donc en fait, c'est une analyse comparative du benchmarking. Voilà, donc oui, évidemment, avant d'acheter un appartement, vous faites une analyse comparative du marché, c'est-à-dire que vous regardez le prix du bien que vous vous apprêtez à acheter. Alors je vous expliquerai dans la prochaine partie ce que moi je vais faire, vers quel type de bien je voudrais aller. Mais en tout cas, voilà, c'est très simple. Vous regardez, vous faites une véritable étude de marché, vous regardez le prix du bien que vous êtes prêt à acquérir et vous regardez les autres en essayant évidemment de comparer ce qui est comparable, c'est-à-dire vous regardez les prix des autres
sur des produits comparables avec le même, voilà, même type de villa ou d'appartement, plus tous les détails. Voilà. Ensuite, alors, la due diligence. Alors, donc la due diligence, en français, si on voulait, comment dire, la traduire, alors, littéralement, ça serait une diligence raisonnable. En fait, il y a un mot beaucoup plus simple, on appelle ça un audit. Voilà. Alors, je vous expliquerai aussi dans la prochaine partie ce qu'il y a dans cet audit et quelles sont les étapes de cet audit. En fait, c'est simplement le processus de due diligence. En fait, c'est, on va dire, l'ensemble des vérifications qu'on doit faire qu'un investisseur doit faire pour sécuriser son achat, c'est-à-dire être vraiment sûr qu'il ne va pas acheter, pardonnez-moi l'expression, du caca. Voilà. Donc, mais vous inquiétez pas, je reviendrai à ça plus tard. Alors ensuite, le dernier truc, tiens, vous savez quoi? Je vais regarder immédiatement alors, le dernier truc, en fait, c'est ce qu'on appelle le ROI. R-O-Y. R-O-Y. R-O-I. Alors, le ROI, c'est très simple. Hein, alors, en anglais, ça veut dire Return on Investment. C'est très facile à traduire. Retour sur investissement. C'est en fait le ROI, donc le retour sur investissement. En fait, c'est le rapport entre le bénéfice net et le coût total d'un investissement exprimé alors en pourcentage. Alors, c'est un truc qu'il faut essayer de calculer. C'est-à-dire que quand on planifie un achat, il faut essayer d'estimer à peu près le ROI auquel vous voulez vous attendre, le retour sur investissement. Donc, c'est un petit calcul à faire. C'est bien de le faire de la manière la plus détaillée possible. Donc, il faut vraiment, je dirais, il faut vraiment tout mettre. C'est-à-dire que, oui, il faut non seulement mettre les coûts d'acquisition, mais également plein de petits coûts annexes qui viennent là-dedans. Pourquoi pas aussi incorporer des coûts fiscaux, par exemple, ou des taxes. Et puis voilà, en fait, quand vous mettez ça en rapport, quand vous mettez cet investissement plus en rapport avec ce que vous allez pouvoir en tirer, vous aurez en pourcentage le retour sur investissement. Voilà, de nouveau, je reviens très vite pour attaquer le vif de mon sujet. À tout de suite. Hello again. Alors, petit rappel tout d'abord de mon historique de placement immobilier sur la belle île de Phuket. Donc j'ai acheté sur les conseils d'un ami, parenthèse, c'est un ami dans la profession et l'immobilier. J'ai acheté un appartement dans une très jolie résidence, qui est en fait un complexe, vu qu'il y a un hôtel et une résidence côte à côte, mais en même temps un peu séparés. Tout ça, je l'ai acheté en leasehold. Alors pourquoi le leasehold? D'ailleurs, d'abord pour une raison première, c'est que j'aimais beaucoup cette résidence. Je trouvais qu'il y avait beaucoup de positifs là-dedans, l'immeuble, l'endroit, enfin beaucoup de choses, l'appartement lui-même. Et puis il y avait plus que du leasehold, c'est-à-dire que le freehold était entièrement déjà réservé ou carrément acheté. Donc leasehold de 30 ans. Alors, la bonne nouvelle à ce niveau-là, c'est qu'apparemment la Thaïlande est en train d'étudier le prolongement du leasehold, c'est-à-dire que dans les pays autour de la Thaïlande, les leasehold, la durée du lease est plutôt de 60 voire de 90 ans. Ça marche très bien et les Thaïlandais se demandent s'ils vont pas faire la même chose, ce qui veut dire les leasehold qui étaient pour l'instant sur 30 ans, alors
soi-disant renouvelable, mais il faut pas trop compter dessus quand même. C'est possible, je dis pas que c'est impossible. Mais bon, on rentre un peu là dans le domaine de l'inconnu. En tout cas, il semblerait qu'ils aient peut-être l'intention de passer le leasehold minimum de 30 à 60 ans, voire à 90, où on retomberait sur nos pieds, puisque nous appelons ça un bail amphithéotique. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passera pour ceux qui ont signé quand le lease n'était que de 30 ans? Honnêtement, je ne sais pas. D'abord, il faut attendre qu'une nouvelle réglementation soit mise en place. Et puis, j'imagine. Alors, je pense pas qu'ils passeront un lease de 30 à 60 ans automatiquement. Les contrats sont signés sur 30 ans. Ils n'auraient pas de raison de le faire. Je pense par contre que si si la normalité du marché se retrouvait à 60 ou 90 ans, je pense que ça faciliterait pas mal une espèce de renégociation du contrat. Donc, mon leasehold de 30 ans, je l'ai acheté via une société chinoise, enfin un promoteur chinois. C'est quelque chose c'est quelque chose qui marche en fait. Moi, j'ai signé un contrat où la société en question, le promoteur en question, me reverse 6% par an pendant les 5 premières années. J'ai déjà reçu 6 mois. Voilà, donc c'est pas un scam, ça marche, mais je l'ai déjà dit dans une vidéo. Donc c'est plutôt c'est plutôt rassurant. Alors même si il y a eu des retards à l'allumage, on va dire, c'est-à-dire que mais c'est des trucs commerciaux. Alors, ils vous envoient un courrier vous disant que ça y est, ils sont prêts à payer et ils vous demandent vos coordonnées bancaires, donc un RIB, que vous avez déjà fourni à la signature du contrat. Bref, vous le renvoyez, voilà, et ils vous précisent d'ailleurs que qu'ils vont faire, ils vous demandent en fait vos coordonnées bancaires internationales, puisque ces virements-là sont des virements SWIFT. Ce sont pas des virements comme en Europe. Donc voilà, alors ils vous préviennent qu'à cause des fêtes en Chine, etc., ça risque de prendre un peu de temps, très bien, fair enough. Ok, on attend. Et puis alors là, moi j'ai renvoyé un petit courrier de relance quand même parce que je trouvais que c'était long. Ils m'ont dit ouais, pas de problème, ils m'ont envoyé la preuve comme quoi j'étais bien listé dans les gens à payer. Et puis là j'ai reçu un autre mail comique où ils me demandent en fait mon IBAN. Mais sauf que l'IBAN en l'occurrence, ne va servir à rien, puisque c'est pas de ces informations-là dont ils ont besoin. Mais je leur ai renvoyé, en leur précisant bien qu'ils avaient déjà mon IBAN, vu que c'est exactement le même RIB. Donc je leur ai surligné l'IBAN en émettant des doutes sur le fait qu'ils puissent utiliser ces numéros-là. Voilà. Mais bon, disons que les choses sont en route. Mon ami à Phuket est en communication directement avec eux. Il me dit qu'il n'y a aucun problème, etc. Donc voilà, on verra bien, mais je pense très sincèrement que ça devrait se faire sous peu. Voilà, donc au bout de ces 5 ans, en fait, on aura le choix j'aurai le choix, de soit rester avec eux, c'est-à-dire que ça sera eux qui continueront à s'occuper on va dire, de la gestion locative de mon appartement. Et dans ce cas-là, ce sera pas 6% qui me verseront, mais ce sera une part réelle du rendement locatif. Voilà, avec un partage qui sera 80% des sommes pour moi et 20% qui garderont eux. Honnêtement, je pense que même avec cette répartition 80-20, je devrais récupérer largement plus de 6%. Voilà, après bon, on verra, hein, on n'y est pas, il y a encore 5 ans. Et puis, sinon, si j'ai pas envie de rester avec eux, l'appartement étant à moi pour 30 ans, je suis tout à fait libre de le mettre dans les mains d'un autre gestionnaire qui, lui, sera en charge de louer l'appartement en question. Alors, 80-20, en fait, c'est un petit peu mieux
que ce qu'on vous propose chez des gestionnaires, des agences immobilières, qui, elles, vont plutôt vous proposer 70 pour vous, 30 pour eux. Voilà, vous me direz, c'est pas grand-chose, c'est quand même de l'argent. Donc voilà, et puis, dernière solution, et ça, il faudra que je regarde les prix du marché, il n'est pas impossible non plus que je revende dans 5 ans, ou un peu après. J'aurais déjà en fait récupéré une jolie somme d'argent sur les retours sur investissement. Et ça, ce sera vraiment, si je prends la décision de revendre, ce sera d'une part en rapport avec les prix du marché, c'est-à-dire voir si ça a suffisamment augmenté pour que ce soit intéressant. Et puis aussi, ce sera en fonction d'une éventuelle possibilité de renégociation du lease. Parce que, suivant le contrat, j'ai un lease de 30 ans, j'en dépense 5, je revends, donc normalement, je ne revends plus qu'avec un lease de 25 ans. Alors, c'est toujours pas mal, mais ça pourrait un peu influer sur le prix de vente, c'est-à-dire que quelqu'un va me dire « Ah bah non, mais écoute, c'est pas 30 ans, c'est 25, donc je te le paye moins cher. » Voilà. Donc tout ça, c'est des arbitrages que je ferai, mais honnêtement, j'ai 5 ans, et on ne sait pas où je serai dans 5 ans, donc tout va bien. Voilà. Alors, maintenant, j'ai comme ça l'intention de faire un autre investissement qui va, celui-là, être différent. Voilà. Alors, j'ai l'intention de rester honnêtement à Phuket, et j'ai d'ailleurs aussi l'intention de rester dans la même... sur la même localisation, en fait. Et alors, quelle est cette localisation? Eh bien, c'est toujours, en fait, c'est toujours pareil. Moi, j'ai fait le choix, y compris pour le premier investissement, puisqu'il est dans la même zone, et pour celui à venir. Moi, j'ai fui les zones, que je vais qualifier de touristiques un peu dégueulasses, quoi. Voilà, c'est-à-dire que moi, je ne veux pas investir à Patong. Parce que, voilà, je pense qu'il y a des gens... Alors, c'est des gens qui ont un peu plus d'argent, c'est des gens qui cherchent avant tout la tranquillité, même s'ils sont capables de prendre un taxi pour aller faire la fête à Patong. Mais en tout cas, ils vont chercher quelque chose d'un peu plus luxueux, quelque chose d'un peu plus, on va dire, propre. Alors, je parle pas de saleté, mais disons que c'est les quartiers là où je voudrais réinvestir encore une fois, où il n'y a pas il n'y a pas foule de bars, il n'y a pas de filles, les quelques massages qu'il y a sont plutôt classe, et évidemment c'est des endroits qui sont un peu chers. Les restaurants, c'est la même chose. Alors, où est-ce que c'est? En fait, c'est toujours un peu la même zone, c'est-à-dire, on va dire vers Laguna, Bang Tao et un petit peu plus à l'intérieur des terres, mais pas beaucoup, pas forcément beaucoup à l'intérieur des terres, mais il n'y a pas d'obligation d'être vraiment au bord de la mer. D'abord, vraiment au bord de la mer, c'est extrêmement cher, et puis j'estime que quand on est à entre 15 et 10 minutes des plus jolies plages. Alors, jolies plages, je parle de quoi? Je parle de Bang Tao Beach, je parle de Layan Beach, je parle de Nighton Beach, plus des petits joyaux. Je crois qu'il y a Banana Beach, il me semble, je sais plus si c'est là. Des fois, je confonds un peu. Et puis aussi, pas être loin d'un endroit qui s'appelle Boat Avenue, qui est en fait une rue avec beaucoup de restaurants, des commerces, avec des marchés organisés plusieurs fois par semaine. Voilà. Alors, c'est des endroits... Ouais. On a coutume de dire que cet endroit-là, en fait, a été financé par l'argent singapourien, ce qui pourrait lui valoir, en fait, un sobriquet de Petite Singapour, mais ce qui veut surtout dire que l'endroit est extrêmement clean, joli. Donc, je pense que c'est vraiment, pour l'instant, hein, c'est sans doute le meilleur endroit pour investir à Phuket. Alors attention, je parle d'investissement, et je parle d'investissement dans le but soit de faire de la plus-value, soit de faire un rendement locatif. Je ne parle pas d'y vivre. Moi, personnellement, je n'y vis pas.
Voilà, et d'ailleurs moi je vis à Phuket, je change, mais je ne compte pas acheter quoi que ce soit pour y vivre. Je préfère louer. D'abord parce que j'y suis pas toute l'année, je suis pas résident en Thaïlande. On va dire que oui, comme je vous l'ai déjà dit dans plein de vidéos, je fais 6 mois, et c'est vrai que garder une certaine liberté en louant, ça permet de se dire tiens, ce coup-là, je vais changer de crèmerie, je vais aller ailleurs. Donc, bref. Donc maintenant, comment est-ce que je vais m'y prendre? Alors, première chose, il va falloir que je gagne, l'argent, parce que pour l'instant, je l'ai pas. Alors, c'est un investissement que j'ai prévu pour dans, 2 ans, à peu près. Le temps pour moi de mettre de côté environ, je dirais, il faudra que je vende des choses, des placements que j'ai, mais disons que je voudrais avoir un capital d'environ 250 000 euros. Voilà. D'ailleurs, tiens, petite précision sur l'investissement que j'ai fait avant. Je ne suis absolument pas passé par une banque thaïlandaise. C'est-à-dire que j'ai signé mon lease et en fait, j'ai payé directement le promoteur depuis mes comptes en France, sans même pas... Si, je suis passé par Wise, quand même. Je suis passé par Wise, en fait, principalement pour une histoire de taux de change, parce que franchement, les taux de change que me proposait soit ma banque, soit leur banque, c'était à pisser de rire. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai viré l'argent sur mon compte Wise quand les taux étaient intéressants, et de Wise, j'ai directement viré en Thai baht sur le compte du promoteur. Et alors, de la même manière, quand le promoteur me renvoie de l'argent, cette espèce de retour sur investissement, locatif, en fait, il le fait également directement sur mon compte français. Voilà. Alors oui, vous me direz, peut-être il y aura un petit problème avec les impôts. Alors, sauf que non, parce que je pourrais prouver aux impôts français, le cas échéant, que j'ai déjà payé les impôts en Thaïlande, parce que même si je ne suis pas résident fiscal thaïlandais, cet argent est généré en Thaïlande sur un bien qui est situé en Thaïlande, et donc je dois m'acquitter d'impôts qui sont pas énormes sur ce placement immobilier en Thaïlande. Donc voilà, j'aurai des documents et je pourrai les montrer en leur disant non, écoutez, je suis désolé, pas de double imposition. Moi, j'ai déjà payé là-bas. Voilà. Alors la première chose que je vais faire, donc je vous ai parlé là de nos charmants, des différentes opérations qu'il faut que j'entreprenne. Donc d'abord, évidemment, le truc le plus important, ça va être de trouver le bon bien. Alors, déjà, sur le principe, mon prochain achat, ce ne sera pas un bien déjà construit, mais ce sera un bien, comme on dit en anglais, je vais le faire aussi off-plan, c'est-à-dire j'achèterai sur plan. Vous allez me dire, oulala, dangereux. Alors, dangereux, pas forcément, mais là, en effet, il s'agit de travailler un peu, c'est-à-dire que, on est obligé du coup, de faire de la recherche, de se renseigner sur le promoteur, de voir s'il est sérieux, de voir quelles sont ses réalisations passées, aller les voir pour voir à quoi ça correspond, voir si les constructions ont l'air correctes. Pourquoi pas faire un petit micro-trottoir d'ailleurs chez les gens qui habitent déjà, juste pour voir s'ils sont contents. Donc voilà, donc localisation, étude un petit peu du promoteur, et puis je dirais une étude quand même de marché. C'est-à-dire que l'étude de marché consiste à regarder le bien qu'on vous propose, regarder le prix qu'on vous en demande, en calculer le prix au mètre carré et comparer tout ça avec des biens équivalents. Des biens équivalents, ça veut dire même à peu près même type de villa, même surface, même localisation. Et dans ce cas-là,
une fois que vous avez fait ça, bah, vous pouvez comprendre déjà si ça sent la bonne affaire ou pas. Voilà. Donc ça, bah, je dirais que oui, ça c'est l'analyse du prix et puis cette étude de marché qui est quand même extrêmement importante. Alors, le but de ce placement immobilier, c'est, on verra, mais c'est soit de faire une revente quasi immédiate avec plus-value, soit de faire du rendement locatif. Et alors, là aussi, il y a des études à faire, c'est-à-dire que s'il s'agit de faire une revente avec plus-value, ben, il faut faire exactement comme à l'étape d'avant, c'est-à-dire regarder sur la même zone le prix de vente des villas identiques et terminées. Voilà, alors je dis terminées parce qu'en général, vous le savez, en Thaïlande, les choses se vendent beaucoup plus facilement si elles sont meublées. Et là, en effet, tout va compter. C'est-à-dire que le type de villa, le type d'architecture, le nombre de chambres, la taille de la piscine, il faut faire attention absolument à tout. Ensuite, est-ce que vous allez acheter quelque chose d'a priori meublé? Et dans ce cas-là, il faudra vous renseigner évidemment sur le style, le type de meuble qu'on va vous proposer. Je vous garantis que quand vous, quand les gens cherchent une location à faire à Phuket ou ailleurs, ils vont tout regarder. Ils vont tout regarder et normalement, ils vont privilégier les villas qui leur plaisent le plus. Et dans les villas qui leur plaisent le plus, à prix identique, ils vont sans doute aller vers les villas qui sont le mieux décorées, le plus agréables et plein d'autres éléments. Voilà, moi j'irais plutôt, alors sauf très bonne surprise, mais j'irais plutôt vers l'achat d'une villa en fait nue, vide, voilà, et je me chargerai moi-même, et évidemment vous en doutez avec mon métier, j'ai quelques facilités dans ce domaine, je me chargerai sans doute de la meubler moi-même. Ce qui veut dire bien sûr que dans tous mes calculs, au prix d'achat de la villa, il faudra évidemment que je rajoute ce que me coûtera a priori son aménagement. Voilà. Et puis alors, si mes calculs me font penser que je peux faire une grosse plus-value, donc entre cet achat off-plan, l'aménagement, quelques dépenses annexes et son prix de revente escompté une fois terminé et bien terminé, c'est sans doute ce que je ferai. Et je vous expliquerai plus tard, dans la deuxième partie de cette partie-là, je vous expliquerai plus tard comment faire. Si maintenant je veux faire du rendement locatif, c'est pareil, petite étude, donc ça s'appelle le ROI en anglais, qui s'appelle en fait en français le RSI, c'est le rendement, c'est le retour sur investissement. Voilà, donc là aussi, très simple, petite étude qui consiste à regarder par une étude de marché à quel montant on peut escompter, quel montant on peut demander pour une location de ce type de ville-là. Il y a des tas d'exemples, on peut avoir les prix, et dans ce cas-là, voilà, ça aide, on peut faire ces calculs. Je vous rappelle quand même que normalement, la location de courte durée, alors courte durée, ça veut dire moins d'un mois, type Airbnb ou Booking.com, des trucs comme ça, normalement c'est interdit en Thaïlande. À l'exception suivante, il faut en fait que les gens qui louent aient une licence hôtelière. Alors, est-ce que Airbnb a une licence hôtelière? Vous me direz, honnêtement, je sais pas, j'ai pas fait de recherche, donc voilà. Mais il faut quand même faire attention à ça. Je reviens tout de suite, je vais faire un petit truc et j'arrive. Alors, voilà, on va dire que j'ai trouvé
j'ai pas trouvé, mais hypothèse. J'ai trouvé une villa sur plan chez un promoteur. La villa me plaît, elle est bien placée. Le type architectural me semble correspondre à ce qui est soit facile à revendre, soit facile à louer. Je vous rappelle que je parle de villa non meublée, puisque c'est la partie dont je m'occuperai moi-même, avec un petit investissement supplémentaire, évidemment. J'ai fait ma petite enquête sur le promoteur. Il est sérieux. J'ai eu l'occasion de vérifier quelques réalisations qu'il a faites par le passé. Tout est super, les gens sont contents. Donc je me dis, voilà, de ce côté-là, j'ai la bonne villa, la bonne localisation et un promoteur sérieux. À partir de là, je ne vais pas foncer tête baissée, mais bien évidemment, je vais essayer de faire alors, le plus rapidement possible, parce qu'il faut pas perdre le bien, mais disons que je vais faire mon fameux benchmark, étude de marché, et je vais donc aller glaner sur Internet des renseignements, donc a priori plutôt auprès des agences immobilières ou auprès de sites de promoteurs. Je vais faire le listing de quelques villas identiques, c'est-à-dire encore une fois des villas off-plan, donc pas construites et non meublées. Et je vais en lister les prix au mètre carré, etc., etc. Je vais mettre tout ça sur un petit tableau Excel. Oui, il faut savoir se servir d'Excel. Oui, moi, je suis pas trop mauvais, je suis pas non plus un expert, mais disons que ça va. Donc, je vais mettre tout ça sur un petit tableau Excel, ce qui va me permettre en fait de comparer et de voir où se positionne exactement par rapport à ce qu'on va appeler la concurrence, où se positionne en termes de prix et en termes de rentabilité future le bien que je m'apprête à acquérir. Voilà. Si les résultats sont satisfaisants, c'est-à-dire que si mon bien se situe à une fourchette basse par rapport aux autres, même une fourchette médiane, disons que oui, ça ressemble à une bonne affaire. J'achète quelque chose sur plan plutôt moins cher qu'ailleurs pour obtenir en fait un résultat identique au reste, à un prix futur de revente intéressant, ce qui évidemment pourrait me donner une belle plus-value. Et alors quand je parle de ça, hein, c'est pas un placement à 10 ans, hein, c'est-à-dire que voilà, je signe des papiers, la villa, la phase de construction commence. Et puis une fois que tout est terminé, je l'aménage, et une fois que l'aménagement est terminé et que la villa est prête à être soit louée, soit revendue, et j'attaque. Et si le prix de revente est immédiatement intéressant, je revends immédiatement. Voilà. Et dans ce cas-là, disons que sur un an et demi, moi j'estime qu'une plus-value de 30%, au minimum, est tout à fait envisageable. Voilà, je coupe, je reviens. Bon, alors, j'ai fait toutes mes petites opérations, j'ai trouvé la villa dans le bon emplacement, et mon étude de marché est satisfaisante, et mon audit du promoteur est également satisfaisant, c'est-à-dire que je m'apprête à acheter un bien qui promet d'être rentable, et je l'achète à un promoteur qui est sérieux. Voilà, qui a bonne réputation et dont les réalisations précédentes mettent en confiance. Voilà, donc, dernière étape. Alors, vous allez me dire, il suffit de signer le contrat. Alors, avant de signer le contrat, il y a un dernier audit à faire qui est l'audit légal. Et cet audit légal, en fait, vous n'allez pas le faire tout seul. Vous allez, je vous le conseille plus que fortement, vous allez faire appel à un avocat, voilà, qui lui va se charger, donc évidemment, il va pas le faire gratuitement,
Évaluons un prix moyen à peu près d'un avocat pour ce genre de travail à prix moyen 50 000 Thai baht. Voilà, à peu près. À peu près. Ça peut être moins, ça peut être plus. Voilà, je vous conseille évidemment de trouver le bon avocat, c'est-à-dire de ne certainement pas aller vers un avocat qui vous est conseillé par le promoteur. Mais là, encore une fois, il faut chercher, il faut écouter ce qu'on vous dit. Et puis après, il faut faire votre choix en toute conscience. Alors, cet avocat, il va faire, c'est simple, il va absolument tout vérifier d'un point de vue légal, que ce soit des problèmes de cadastre, que ce soit des problèmes d'éventuelles hypothèques sur le terrain, que ce soit d'éventuels emprunts, des dettes qui courraient, que le promoteur aurait, qu'il n'aurait pas réglé et qui pourraient donner droit à certains débiteurs, en fait, d'avoir un droit sur votre terrain, sur votre maison, votre appartement, que sais-je encore. Voilà, donc ça, c'est vraiment très, très important. Si cet audit légal fait par cet avocat est favorable, c'est-à-dire qu'un feu vert vous est donné, l'opération et son promoteur semblent tout à fait, on va dire, dans la loi, sans aucun problème, à ce moment-là, vous pouvez évidemment vous apprêter, vous allez signer votre contrat. Voilà, alors vous allez essayer, c'est vraiment essayer, vous allez essayer de négocier les termes du contrat et surtout des différents règlements que vous allez avoir à faire. Alors, je vous déconseille fortement de tout payer tout de suite. Ça serait un très mauvais signe parce qu'en effet, il y a certains promoteurs qui font de la cavalerie, c'est-à-dire qu'avec l'argent que vous allez, si vous payez la totalité tout de suite, ils risquent de se servir de l'argent pour lancer d'autres opérations. Non, il faut rester focus sur l'opération qui vous concerne. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de payer au début, de payer à la signature, on va dire 30%, ça peut être un peu plus, mais pas beaucoup plus. 30%, un tiers au démarrage, alors bon, à la signature ou au démarrage du chantier. Bon, l'intérêt, c'est que s'il y avait une catastrophe, vous perdez que 30%. Vous me direz, c'est déjà pas mal, mais enfin, c'est mieux que tout perdre. Voilà. Ensuite, je pense qu'un deuxième tiers, donc 30% à peu près, de nouveau, peut être réglé à la fin du gros œuvre. C'est-à-dire, une fois que vous avez vu la villa, je dirais la structure de la villa, les travaux d'éventuels terrassements, etc., faits, que vous avez donc une sorte de squelette, de villa avec son gros œuvre, vous repayez 30%. Voilà, vous en êtes donc à 60%. Alors, il y a des gens qui vont me dire c'est pas énorme, c'est pas énorme. Il faut quand même savoir que le promoteur, à ce stade-là de la construction, ça lui a coûté à peu près 50%. Donc oui, vous allez peut-être le mettre dans une espèce un peu dans une espèce de gêne de trésorerie, mais pas énorme. Et encore une fois, si vous arrivez à négocier ça, c'est pas mal. Voilà. Ensuite, je dirais qu'ensuite, il y aura un autre petit, 20% à payer pour les finitions qu'on pourrait qualifier d'intermédiaires, c'est-à-dire que c'est plus du gros œuvre, mais c'est les enduits, les carrelages, etc., etc., etc. Et puis, les derniers 20%, à la livraison de la villa, clé en main, clé en main. C'est-à-dire que voilà, votre villa est terminée et vous avez réglé 100% du montant. Maintenant, dernier point que je vais aborder, c'est le type de contrat que vous allez signer avec le promoteur. Bon, alors, voilà, dernière étape. Alors, quel type de contrat est-ce que vous allez signer pour l'acquisition de cette villa? On parle pour l'instant d'une villa off-plan. Voilà, alors, le choix habituel, évidemment, vous le connaissez, leasehold, freehold. Leasehold, c'est un contrat, on va dire, de location qui a pour l'instant une durée de 30 ans renouvelable, mais encore une fois, le côté renouvelable, faut quand même se méfier parce qu'en fait, c'est au bon vouloir du propriétaire du terrain.
c'est-à-dire que tout est envisageable. Il peut vous remettre 30 ans derrière gratuitement, il peut vous demander un peu d'argent pour remettre 30 ans, il peut aussi, au bout de 30 ans, refuser de renouveler, et dans ce cas-là, le vénard, il récupère son terrain et la villa qui est au-dessus. Ce qui est pas forcément une mauvaise opération pour lui. Voilà. Maintenant, attendons, si la durée du lease passe à 60 ans ou à 90 ans, bah, ça devient beaucoup plus intéressant parce qu'en cas de revente rapide de votre maison en leasehold, le futur acquéreur aura encore devant lui une durée de lease très importante. Si vous revendez au bout de 3 ans, vous vous rendez compte, il aura encore, dans le cas de 60 ans, il aura encore 57 ans de lease devant lui, et dans le cas de 90 ans, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme. Voilà. Le freehold, le freehold, s'il y a un terrain, c'est juste pas possible, c'est-à-dire que vous connaissez la loi, vous ne pouvez pas être propriétaire en nom propre d'un terrain en Thaïlande. Voilà, la terre est réservée aux Thaïlandais. Maintenant, vous pouvez évidemment envisager de mettre le terrain au nom d'une société dans laquelle vous êtes associé, je dirais, si possible majoritaire. Alors, attention, je ne parle pas des magouilles habituelles, je parle d'une vraie société qui fonctionne, qui a une activité et qui est montée légalement. Pas d'une magouille avec 2 prête-noms qui habitent en Nissan et qui ont chacun reçu 3000 bahts pour signer en bas du papier. Voilà. Après, il y a encore une troisième solution, mais que je connais moins, qui est celle visiblement de rester lié par un contrat de vente avec le promoteur. Alors ça demande d'abord d'avoir une confiance absolue dans le dit promoteur. Il faut vraiment le connaître, juste pour être sûr qu'il ne vous la mette pas à l'envers un jour. Voilà, mais ça en fait, ça vous permet de ne pas transférer immédiatement la villa à votre nom, ce qui veut dire que dans le cas d'une revente rapide, c'est le promoteur qui se chargera de la vente, c'est pas vous. Voilà, et puis évidemment, il vous paiera ce qu'il vous doit. Bon, j'imagine que ce genre de contrats ne doivent pas être totalement gratuits, c'est-à-dire que le promoteur, s'il accepte, va vous dire d'accord, je fais ça, mais sur la revente de la maison à un autre acquéreur dans le futur, je te prendrai un petit pourcentage. Voilà. Bon, tout ça, c'est les calculs. Moi, pour l'instant, ce qui me semble, c'est que le leasehold est quand même la manière la plus sécure, surtout si elle devait augmenter, hein, surtout si elle, voilà, dans l'avenir. C'est quand même la façon la plus sécure de faire, que vous ayez en projet de revendre rapidement ou que vous ayez en projet de mettre votre villa en location. Je peux vous garantir, moi j'ai fait les calculs sur ma précédente acquisition, sur 30 ans, vous aurez fait de l'argent. Voilà, vraiment, vraiment. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai dit beaucoup de choses, mais j'en ai sans doute oublié. N'hésitez pas dans vos commentaires de me poser des questions, de me demander d'éclaircir certaines choses. Et puis sinon, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de commenter. C'est ce qui me fait le plus plaisir. Merci, à très vite pour une prochaine vidéo qui sera sans doute, je pense, que je ferai de chez moi, de Nogent-sur-Marne, juste avant mon départ pour la Thaïlande avec un grand smile. Voilà, à très vite, portez-vous bien, salut.